16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Depuis la parution des Fourmis, il y a plus de 30 ans, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France. Il est traduit dans le monde entier, auteur de plus de 30 romans et de sagas. Il était venu nous voir pour son livre Mémoire d'une fourmi qui nous renvoyait au mystère de nos propres vies. Aujourd'hui, il est notre invité pour son livre, nouvel ouvrage, Le temps des chimères, aux éditions Albin Michel, un ouvrage, je crois, tout à fait en phase avec notre actualité, suivi de mon coup de cœur à 16h05 sur Radio J et l'occasion, comme toujours, de découvrir nos convives aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. J'ai gardé un très bon souvenir de notre premier et dernier entretien et donc c'est la deuxième fois que l'on se voit. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre nouvel ouvrage, mais d'abord parce que au travers de ce que nous faisons, il y a qui nous sommes et donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir ou redécouvrir dans cette émission avec une nouvelle petite règle. Je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Premier mot, vivant. Deuxième mot, écrivain. Et regardant le futur, je sais pas, c'est pas un mot, visionnaire. Visionnaire, oui, on aurait pu dire futuriste, mais pour le coup, ce sera visionnaire et c'est parfait. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de l'émission. Je peux déjà dire qu'on a des bonnes pistes. Le début, toujours le début. Bernard Werber, vous êtes né un 18 septembre dans les années 60 à Toulouse. La dernière fois que vous étiez venu nous voir dans cette émission, vous nous aviez parlé de votre judéité, juif polonais, du côté de vos 2 parents. Comment je peux pas ne pas vous poser cette question. Comment vous vivez cette actualité? Parce que je sais qu'il fut un temps, vous m'aviez confié avoir été une personne un peu coupée de ses émotions. Vous avez trouvé la réponse. J'allais dire, je me protège émotionnellement et j'essaie de ne pas être submergé précisément par les émotions. En fait, je réponds à ce que je reçois du monde comme agression par le travail. C'est-à-dire que là, je suis à fond dans l'écriture de mon prochain roman et je me saoule de travail pour ne pas penser au présent, je pense au futur. Et je suis tout axé sur comment trouver des solutions et comment ça peut s'arranger. Est-ce qu'il est possible que ça s'arrange et comment trouver des solutions? Je pense que sur votre radio, il y a déjà pas mal d'émotionnel sur le présent. Je pense que vos auditeurs, ils ont eu un peu une zone, une bulle de fraîcheur qui ne renvoie pas à quelque chose d'aussi dur et d'aussi difficile à accepter que l'actualité. Donc, je me dis, ma manière d'aider mes lecteurs et les gens qui ont envie que leurs enfants vivent dans un monde meilleur, c'est d'imaginer comment ça pourrait s'arranger, comment il pourrait y avoir un monde meilleur. C'est peut-être quelque chose que vous proposez dans votre ouvrage. Enfin, on va le découvrir, on va cheminer ensemble dans votre livre Le temps des chimères qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Mais je vais progresser avec vous et j'ai plein de questions à vous poser sur le sujet. À 17 ans, il y a votre papa, François, qui a fui la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est parti pour l'Amérique. Il s'est engagé dans l'armée américaine en tant que notamment mécano de tank, si mes souvenirs sont bons. Que pensez-vous qu'il dirait aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui? Mes parents ayant vécu la Deuxième Guerre mondiale, ayant survécu, c'est-à-dire ma maman était cachée en Belgique et mon papa donc a fait le débarquement avec l'armée américaine. La Deuxième Guerre mondiale était très très présente dans mon quotidien, sachant que mes grands-parents étaient encore plus, hypersensibles sur ce sujet, concernés. J'allais dire, j'ai la génération qui commençait à se dire, ok, on va pas vivre que avec ce poids-là, avec ce sac à dos rempli de pierres là. On va essayer de voir comment, à partir de ce poids-là, on peut malgré tout avancer, voire transformer cette noirceur en lumière. Ouais. Et je suis de la génération qui essaie de digérer et de ne pas être complètement bloqué par ça.
Je vais utiliser une image. Il faut pas être comme un lapin qui est fasciné par le camion qui arrive pour vous écraser. Il faut se dire, OK, c'est un camion, il arrive, il y a un danger, mais je peux faire un pas de côté, je peux éviter le camion, et non seulement ça, je peux arriver à trouver un chemin pour continuer sans que le camion puisse me détruire. Voilà, je crois à tous les problèmes. Ce que je peux apporter, c'est l'imagination et des idées pour trouver des sorties de secours. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans cette émission, d'essayer de donner un souffle avec l'art, avec la culture. Ouais. C'est très important. On va voir que ce que vous dites, ce n'est pas seulement des mots, Bernard Werber, parce que vous les appliquez vraiment. Votre livre est vraiment la preuve que vous essayez de trouver des solutions, que vous les imaginez. Mais en attendant, il y a quand même cette réalité aujourd'hui. Il y a une vérité. Et il y a une réalité. Chacun voit ce qu'il a envie d'y voir, évidemment. La vérité, en tout cas, c'est que quand vous étiez jeune, votre père, il vous a appris à jouer aux échecs. Oui. Et il vous a dit une phrase, il vous a dit « c'est un résumé de la vie ». Oui. Dans ce jeu, une stratégie pour vous, et vous allez voir où je veux en venir. Pas de gagner, mais de surprendre. Oui. C'est un peu ce qui s'est passé en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y a un terrain, il y a des pions, il y a des gens qui surprennent sans forcément penser à gagner ou pas. Et là, j'ai envie d'avoir votre interprétation parce que je sais que vous avez étudié le droit, vous avez été journaliste, vous avez été criminologue et c'est un petit peu cela que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, ces diverses casquettes. Alors, sur la partie d'échec de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est un conflit, je vais pas l'inventer, entre l'Iran et entre l'Iran et Israël, mais plus largement, c'est entre un bloc oriental et un bloc occidental. Et ce que j'ai raconté un peu dans la diagonale des reines, c'est-à-dire qu'on utilise des pays pour régler des comptes qui sont plus larges. Maintenant, tel que ça se présente, je crois que le camp occidental, et je comprends l'Europe, les États-Unis, Israël, ils ont intérêt à se réveiller et à trouver un langage uni. Dans un de mes livres qui s'appelait « Nous les dieux », je disais les Juifs sont comme les truites. Les truites servent de détecteurs de pollution dans les réserves d'eau. C'est-à-dire que dans les bassins d'eau, avant que vous buviez de l'eau, ils passent dans un bassin où il y a des truites. Et si les truites commencent à être malades ou à mourir, ça veut dire que l'eau va être infectée et va toucher tout le monde. Donc je crois que ce qui arrive aux Juifs est un révélateur du choc qu'il y a entre ce bloc de l'Est et ce bloc de l'Ouest. Maintenant, jusque-là, c'est l'Ouest qui a été un peu plus créatif et un peu plus imaginatif parce que en technologie, il y a eu un avantage du côté Ouest. Aussi pour une raison, c'est qu'à l'Ouest, il y a des démocraties et dans les démocraties, les gens sont plus motivés pour inventer et pour aller de l'avant. Dans les systèmes tels qu'ils sont dans les pays de type dictature ou dans les pays de type pouvoir centralisé, la création individuelle est moins forte. Donc, ce qui nous apporte un avantage, c'est la puissance des démocraties. Maintenant, il faut que les démocraties arrivent à identifier le conflit, parce que ça sert à rien de faire l'autruche, de croire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un réel choc de civilisation, et de ce choc va naître un monde futur qui sera soit plus vers l'Est, soit plus vers l'Ouest. Je n'ai pas d'autre image. Je vous entends, et c'est vrai que on a tendance à penser que c'est l'Orient contre l'Occident. Je me verrais plus à dire que c'est la démocratie contre l'islamisme. C'est une manière de penser. Vous avez parlé de truite il y a un seul instant. Hier, j'ai reçu une invitée qui s'appelle Géraldine Danon. Oui. Pour son film Flo, et on a parlé du saumon. Pourquoi on a parlé du saumon ? Parce que quand on est en mer, on dit qu'il faut voir comment fonctionne le saumon, parce qu'en général, il sait quand le vent tourne. Et donc, je me suis dit que, en parlant des Juifs associés à des truites, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont également des saumons. En tout cas, ils sont revenus à la source. Il y a chez le saumon l'inscription de revenir à l'endroit où ils sont nés. Il y a aussi une particularité sur le saumon.
finalement, je connais mieux le saumon que les truites, c'est qu'ils sont capables de vivre dans l'eau de mer et dans l'eau douce, puisque donc ils arrivent dans leur évolution, ils arrivent jusqu'à l'eau de mer et ils supportent l'eau de mer. Il y a très peu de poissons qui sont capables d'inverser le système, de faire. Mais en chemin, quand ils remontent, en général, il y a des ours sur le chemin. Il y a beaucoup de prédateurs et quand ils remontent la rivière, c'est vraiment très dur. Mais ceux qui arrivent en haut à revenir à la source, ils sont plus forts que les autres. En attendant, donc c'est une résilience. C'est une espèce résiliente. Une espèce résiliente et qui s'assimile. Et s'adapte. Oui. C'est ce qui a fait toute l'histoire du peuple hébreu, c'est des adaptations. Des persécutions, il y en a quand même depuis longtemps, au point où on se dit, qu'est-ce qu'il a fallu comme adaptation, comme génie, déjà pour rester juste vivant, et a fortiori pour arriver à créer un État. Mais l'histoire du peuple juif est en soi un grand mystère. Et il y a toujours eu, à un moment, il y a une blague juive qui dit, en fait, les fêtes juives, ils ont essayé de nous tuer, on s'en est sorti de justesse, et maintenant, si on mangeait. Ça m'a l'air le résumé de la résilience. C'est-à-dire, ils ont essayé de nous tuer, de nous éliminer, on s'en est tiré de justesse. Si on regarde l'histoire de Haman voulait déjà détruire tout le peuple juif, et ça a donné la fête de Pâques. On s'en est tiré de justesse, et maintenant, on va manger. Et pourquoi on va manger? Parce que le fait de manger... C'est être vivant. Oui, c'est une expérience du corps à mémoriser. On sait que dans les fêtes juives, chaque fête juive correspond à tel aliment. Il y a la sortie d'Égypte, donc on mange des aliments qu'on ne pouvait pas manger dans la vie normale, mais qu'on pouvait manger que durant le désert. Et dans Haman, on mange des sucreries et des produits avec du miel, parce que on s'en est tiré de justesse, on a réussi, donc faut faire la fête. Bernard Werber, j'aime beaucoup notre discussion et on va aller encore plus loin ensemble, si vous le voulez bien. À l'âge de 7 ans, vous lisez votre premier gros livre sans images, La guerre des boutons de Louis Pergaud. Des écoliers qui se retrouvaient pour faire la guerre en prenant leurs boutons comme des trophées. Aujourd'hui, les trophées sont des otages. Et les soldats bataillent pour les retrouver intacts, quitte à y laisser leur vie. Est-ce que ça vous afflige, ça, que les enfants d'une même terre se bagarrent? Le mot affligé n'est pas le bon. Je suis vraiment tellement dans... évidemment que ça me... Je vis un bouleversement. Mais ce qui n'était pas le cas en début de cette émission. Non, mais je choisis mes mots pour essayer. Parce que je crois que c'est pas bon qu'on vive dans la panique. C'est pas bon qu'on vive dans ce que recherchent les terroristes, c'est de nous terroriser. Ça dit bien. Donc tout ce qui participe à créer la terreur nous empêche de réfléchir. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui malgré tout se déconnectent de c'est affreux, ou de la fascination et de la peur, de sortir de cette zone pour la problématique est comme ça, on va réfléchir comment on peut s'en sortir. Tout à l'heure, vous faisiez allusion au jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est quand même un moment, ça sert à rien de se dire, il y a une pièce qui est venue défoncer nos lignes, ah là là, c'est terrible, on a perdu la partie. Il faut se dire, comment arriver à trouver une parade, comment arriver à utiliser tous les éléments qu'on a pour arriver à un résultat. Je fais partie des gens qui ne veulent pas être dans l'émotionnel qui empêche de réfléchir. Je veux garder ma capacité de réflexion. Mais c'est presque une déformation de mon cerveau. Quand je vois que quelque chose ne va pas, je sors du jeu. C'est-à-dire, je fais tout le temps un pas de côté pour ne pas me sentir fasciné. Je vais vous expliquer comment fonctionne. J'ai 3 minutes, j'ai du temps. On a 8 bonnes minutes pour se parler, mais j'ai envie qu'on parle du livre. D'accord. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le cerveau très très vite. Imaginez que vous êtes en train de compter des papillons dans une forêt. Vous comptez, vous en trouvez 14, dans un coin où il y a des fleurs. Tout d'un coup surgit un ours. Au moment où l'ours surgit, il y a un système dans notre cerveau qui fait que on déconnecte tout et on se prépare à gérer le problème de l'ours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Accélération cardiaque, 2. Envoi d'adrénaline, 3. Notre poil se dresse pour qu'on ait l'air plus grand, c'est des restes du primate qui est en nous,
4, on envoie un produit qui s'appelle le cortisol, au cas où on a une blessure pour pas la sentir et pour arriver à la soigner. Tout ça, c'est notre cerveau qui fait ça. C'est le cerveau primitif, notre cerveau préhistorique. D'accord ? Parce que par rapport à l'arrivée de l'ours, il y a que 2 réactions. La première, c'est prendre un bâton et se battre avec l'ours, et la deuxième, c'est s'enfuir. Et que ces 2 choses-là nécessitent une accélération cardiaque, de l'adrénaline et une capacité à gérer les blessures au cas où il y en ait. Mais il se passe un truc mystérieux, enfin un truc logique en fait, qui est qu'au moment où l'ours arrive et on va devoir le gérer soit par le combat, soit par la fuite, eh bien notre intelligence s'arrête de fonctionner parce que tout doit être concentré sur la capacité de combat. On a 3 cerveaux. Le premier, c'est le reptilien, donc c'est celui-là qui gère tout ça, c'est-à-dire le combat et la survie. Le deuxième, c'est le limbique, c'est l'émotion. Ça, c'est la colère, c'est tout ce qui est émotionnel. Et le troisième, c'est le néocortex. Le néocortex, c'est celui qui fait des stratégies et c'est celui qui a compté les papillons. Et au moment où l'ours est arrivé, eh ben, on se rappelle plus combien il y a de papillons. Parce qu'il y a une zone de nos cerveaux, pour ne pas gêner le combat qu'il va y avoir contre l'ours ou la fuite, qui s'éteint et c'est celle-là qui réfléchit. Vous voyez ? Et la manière qu'a notre cerveau, une fois que on a géré le problème de, on a combattu ou on a fui, de remettre tout, c'est un autre truc qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe va dire fin d'alerte. Maintenant, on arrête d'accélérer le cœur, on arrête d'envoyer de l'adrénaline, on arrête d'envoyer du cortisol et on rallume le néocortex. Et là, à ce moment-là, vous vous rappelez qu'il y avait 14 papillons. Ben, ma fonction en tant qu'écrivain et en tant que personne qui fait un pas de côté, c'est de dire, OK, gardons le cerveau néocortex allumé aussi pour faire le meilleur combat contre l'ours ou la meilleure fuite contre l'ours. Ne pas être juste focalisé et être dans la peur et dans le stress. Parce que la peur et le stress nous empêchent de réfléchir. Je me permets quand même de vous dire qu'il y a un mot qu'on a beaucoup évoqué, qui est la sensation de sidération. Voilà. Et qui, pour le coup, empêche de réfléchir. Et c'est une réaction, je dirais pas instinctive, mais qui arrive sans qu'elle soit désirée. On n'a pas le temps de laisser son cerveau réfléchir à si on a envie de lui donner telle ou telle allure. C'est le cerveau reptilien, c'est le premier. C'est celui qui nous a permis de survivre, mais qui nous a fait vivre dans la peur. C'est-à-dire que les humains qui ont survécu sont ceux qui se sont affolés quand il y avait un danger. Ceux qui n'avaient pas ce système de passage à l'accélération, à l'adrénaline et tout ça, eh bien, ils n'ont pas pu ni gérer la fuite, ni le combat. Donc, il y a un moment où ça sert, et il y a un moment où il ne faut pas être bloqué par ça. Donc, aujourd'hui, vous décidez, Bernard Werber. J'ai un bug qui fait que je réfléchis même en situation de sidération. Je réfléchis sur la meilleure stratégie à avoir et comment faire à mon niveau pour être utile et pour aider. Bernard Werber, j'ai une question très personnelle qui va peut-être clôturer encore plus personnelle, si vous me l'autorisez, qui me permet de clôturer peut-être cette première partie d'émission avant de parler en profondeur du livre. Un jour, alors que vous étiez petit, on vous a mis un revolver sur la tempe. Vous n'avez pas réagi. On connaît des heures sombres, 857 actes antisémites, 425 interpellations depuis le 7 octobre. Comment vous pensez que vous réagiriez aujourd'hui si cela devait se reproduire ? Par rapport à un revolver, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fonctionne automatiquement. Mais quand donc j'avais 14 ans, c'est quelqu'un qui m'a pris pour quelqu'un d'autre. Je pense que... Non. Je pense que tant qu'on n'y est pas, ça sert à rien d'en parler. Et de même que je pense que ce que vivent les Israéliens, c'est très très fort et très très dur. Et que tous les gens qui font des commentaires dessus, tant qu'ils sont pas là-bas, ils savent pas. Ouais, j'ai envie de dire, il faut penser action. C'est-à-dire, ce qui nous sauve, c'est pas des lamentations. Parce que le mot mur des lamentations, ça n'a pas été trouvé par les Juifs, c'était trouvé par les Anglais qui disaient ils sont tout le temps là en train de se plaindre. Il y a un moment, il faut sortir de la fascination et être dans OK, il y a forcément des solutions, cherchons-les, c'est un problème d'imagination et c'est un problème d'organisation. Et j'espère que les Israéliens sur place trouveront des solutions de survie, puisque c'est un problème de survie.
Vous restez avec nous, Bernard Werber, dans cette émission. On continue à parler avec vous et de vous dans cette émission. Avec, dans un instant, on va parler de votre livre, Le temps des chimères, aux éditions Albin Michel. Et puis nos chroniqueurs également, David Schweger et Corentin Le Guinadjar. On va écouter un petit bout d'une chanson qui va vous parler, Les animaux d'Aldebert. Ah, j'adore, j'ai rencontré Aldebert, il est formidable. C'est une amitié qui date de 15 jours. Et ben vous savez quoi ? On va avoir le temps d'en parler avec Corentin Le Guinadjar dans cette deuxième partie de l'émission. C'est un teasing. À chercher À tout de suite sur Radio J. le cafard a chopé le bourdon entre fin de loup et taille de guêpe. Je suis la farce du dindon. Pas question de noyer le poisson, mais c'est vache de tourner en boucle. Pendant que les loups comptent les moutons, les biquettes se bichent sur Facebook. Quant au canard, ça casse 3 pattes. Moi, le paresseux, je fais le pied de grue. Pour vivre comme un coq en pâte, je mets les bœufs avant la charrue. On va devenir chèvre, crois-moi. À courir plusieurs lièvres à la fois. Des copains comme cochons. J'en ai plein ma chanson. Si Hirondelle a fait le printemps, l'ânesse attend le prince chameau. Et quand les poules montrent les dents, les princesses embrassent les crapauds. Loin d'être rusé comme Arnard, fier comme un pan ou chaud lapin, j'aimerais dénicher l'oiseau rare, trouver une poule avec du chien. Je suis un ours mal léché, doublé d'une poule mouillée, c'est clair. Quant aux grenouilles de Bélitier, ce sont des langues de vipère. Avec mes yeux de merlan frit, mes larmes de croco à tout va. Cette chanson, c'est une ménagerie. Regarde, les souris dansent le cha-cha-cha. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Ethanit. Bonjour à tous. 27e jour de guerre en Israël et les alertes à la roquette retentissent dans les localités proches de la frontière libanaise. Des alertes qui surviennent alors que les attaques du Hezbollah se multiplient dans la région. Les forces de défense israéliennes ont fait état en fin de matinée sur Telegram de nouvelles tensions à la frontière israélo-libanaise. Selon Tsahal, une cellule terroriste a tenté de lancer des missiles anti-chars du Liban vers la région de Livné dans le nord de l'État hébreu. L'armée israélienne dénombre 242 otages et 332 soldats morts au combat. 18 membres de la brigade Givati sont morts entre hier et avant-hier dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien approuve un programme d'indemnisation pour les entreprises touchées par la guerre contre le Hamas. Objectif, les aider à poursuivre leur activité malgré tout. L'Allemagne interdit toute activité du Hamas sur son sol. La ministre allemande de l'Intérieur a également annoncé que les activités de l'organisation pro-palestinienne Samidoun seraient interdites et que l'organisation serait dissoute. Enfin, la tempête Ciaran, qui a fortement frappé la Bretagne et la Normandie dans la nuit, continue d'agiter une partie du nord-ouest de la France. 23 départements sont en vigilance orange, principalement pour vents violents et vagues submersion. L'Île-de-France est, elle, en vigilance jaune. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on rejoint notre invité Bernard Werber et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre numéro exceptionnel, 40 pages de reportages, de témoignages, d'analyses, comme un seul homme, avec un seul cœur. Une guerre, ses enjeux, ses périls, des campus américains au Daghestan, la contagion planétaire de la haine antisémite et le déshonneur définitif de l'Organisation des Nations Unies. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Merci d'être avec nous, de retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité Bernard Werber jusqu'à 16h30. À présent, nous allons parler de votre livre, Le temps des chimères. Bernard Werber, plus de 30 romans, 30 ans de carrière, 30 traductions dans le monde, 30 millions de lecteurs. Vous êtes devenu un auteur culte avec un style très à vous qui mêle l'aventure, la science-fiction, mais aussi le conte philosophique influencé par la science, le paranormal, la spiritualité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce livre, on peut dire à nos auditeurs que vous allez encore plus loin? J'essaie toujours déjà de prévoir le coup suivant. On parlait tout à l'heure des échecs. J'essaie de voir comment l'humanité peut avancer. Donc là, le livre est censé se passer dans les 5 ans, mais à la vitesse où tout accélère, où l'actualité accélère, la science accélère, dans 5 ans, c'est déjà de la science-fiction. Le thème, l'angle que j'ai choisi est un angle biologique, savoir comment nous allons évoluer, nous, en tant qu'espèce, non pas, tout le monde parle d'intelligence artificielle, des ordinateurs. Je regardais juste déjà comment on va évoluer en tant qu'animal, en tant qu'être avec un code génétique. Et en fait, j'ai une héroïne qui s'appelle Alice Kammerer qui propose carrément de faire évoluer l'humanité dans sa forme, qu'on ne soit pas toujours tel que nous sommes, puisqu'il n'y a pour l'instant qu'une seule forme d'être humain, et il serait intéressant d'en développer d'autres. Alors, une forme, plusieurs formes, 3 formes précisément, lesquelles? Alors, elle imagine 3 formes adaptées aux 3 éléments, l'air, la terre et l'eau. Donc, elle va faire des croisements, des hybridations entre l'homme et la chauve-souris pour créer des hommes avec des ailes, entre l'homme et le dauphin pour créer des hommes avec des nageoires, et entre l'homme et la taupe pour créer des hommes capables d'aller sous terre. Sachant que ceux qui vont voler vont pouvoir éviter les tremblements de terre, ceux qui vont nager vont pouvoir éviter les inondations, et ceux qui vont être sous terre vont pouvoir résister à l'augmentation des rayons solaires et du réchauffement climatique. Donc, c'est 3 nouveaux humains adaptés à 3 formes de catastrophes différentes. Alors, c'est... comment dire, on va essayer de juxtaposer toujours avec l'actualité, mais on verra ça dans un instant. On est au lendemain de la 3e guerre mondiale. Ce livre se déroule exactement 5 ans après l'instant où on dit qu'on ouvre ce roman finalement. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui c'est allé encore plus vite que ce que vous imaginiez. Ça arrive à grands pas. Est-ce que la 3e guerre mondiale, on a raison d'y croire, Bernard Werber? Alors, y croire, c'est pas un problème de croyance, c'est un problème de géopolitique. Et ce qu'on voit avec l'Ukraine, ce qu'on voit avec Israël, ce qu'on risque de voir avec Taïwan, ce sont des prémices de ce que je disais tout à l'heure, d'un choc entre 2 blocs qui a l'air un bloc dont vous dites dictature contre démocratie, mais je dirais Russie, Chine, Iran contre Amérique, Europe, avec une partie de l'Afrique étant dans un camp et dans l'autre. Mais il y a beaucoup d'armements qui sont vendus actuellement, il y a beaucoup d'armements qui sont fabriqués. On dirait qu'on est arrivé à un moment où on a oublié ce qu'est une guerre mondiale. Et c'est comme si il y avait un cycle nouveau qui apparaît. C'est pour ça que j'essaie de regarder ça avec recul, mais ce cycle nouveau, il est pour toute l'humanité. Et j'espère on trouvera le chemin de lumière. Je crois vraiment qu'il y a un combat de l'ombre contre la lumière, et que la lumière, c'est la vie, c'est le respect de la vie, et c'est la démocratie, c'est le respect de l'être humain, et ces choses-là risquent d'être remises en question. C'est à nous d'être solides, et à nous, j'en viens à cette idée de trouver des idées, des solutions. Je crois qu'on sera sauvé par notre imagination, et pas par le sentiment, ni par la colère, ni par le sentiment de... Comment dire, la sidération, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut vraiment sortir la sidération. Bernard Werber, penser, réfléchir. Après la 3e guerre mondiale, dite dans votre livre, vous avez décidé, vous, de faire évoluer l'humain. Ouais. Vous l'avez fait évoluer pour qu'il s'adapte à l'environnement. Ouais. D'une part, aujourd'hui, l'environnement, ça peut être l'écologie, mais ça peut être l'environnement ambiant,
si je peux dire ça comme ça. Vous décidez de le faire évoluer avec donc 3 spécimens, 3 différentes Espèce hybride. espèces hybrides. 3 chimères. Est-ce que, j'essaye de réfléchir, est-ce que ce serait la bonne solution? Parce que ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas s'épouser. Alors, justement, c'est une des problématiques. En fait, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'avant, il y avait plusieurs humanités. Donc, il y avait le Néandertal, qui était plus petit, avec un cerveau plus grand. Il y avait le Denisovia, qui était avec des mains plus agiles. Et il y avait le Florensis, qui était petit et qui avait d'autres capacités aussi que l'Homo sapiens. Donc, en gros, il y avait 4 espèces. Et il n'y a que la nôtre qui a survécu. Et à un moment, le Néandertal et l'Homo sapiens ont fait l'amour et ont donné des enfants qui sont moitié donc métis. Nous sommes nous-mêmes des hybrides entre le Néandertal et l'humain. J'ai fait le code génétique, mon propre code génétique, et je me suis aperçu que j'ai 2,7% de Néandertal. Et l'histoire des Néandertals et de l'humain, alors, j'ai un petit espace d'expression. Bon. Bien sûr. Je vais vous raconter un truc. Donc, j'ai découvert cette histoire et la voilà parce qu'elle est assez récente. On a découvert tout ça récemment. Avant, on considérait que le Néandertal était une sorte d'humain un peu débile, un peu brutal. Et maintenant, on est en train de s'apercevoir qu'il était finalement, d'abord, qu'il avait un cerveau plus grand et qu'il était plus subtil. Mais le fait qu'il ait disparu, on se dit, il devait être moins adapté. Mais je vais raconter ce qui s'est passé, ce qu'on connaît. 1. Les Néandertals sont apparus avant les sapiens. Et ils ont quitté l'Afrique pour se répandre en passant par Israël, en Europe et en Asie. Donc, il y avait des Néandertals en Europe et en Asie. Et là-dessus, 300 000 ans plus tard, donc on est quand même dans des échelles de temps énormes, le sapiens quitte à son tour l'Afrique pour se répandre lui aussi en Europe et en Asie, et il passe par Israël. Et ce qui se passe, c'est qu'en Israël, c'est là où il va y avoir le plus de mélange entre le Néandertal et le sapiens. Vous saviez ça? Non? Je l'apprends aujourd'hui, je pense que certains de nos auditeurs aussi. C'est pour ça qu'on a retrouvé la première tombe humaine, c'est-à-dire le premier moment où un humain a enterré un des siens, c'est en Israël, un endroit qui s'appelle Taboun. El Taboun, c'est une grotte dans laquelle il y a des recherches archéologiques. Et on a trouvé dedans une femme avec ses bijoux enterrés, et c'est daté de 120 000 ans au carbone 14. Mais c'est une Néandertal, ce n'est pas une sapiens. Donc, en fait, je suis en train de vous parler du livre que je suis en train d'écrire, qui va être le prochain pour l'année prochaine, si vous voulez. Ça, c'est un teasing parce que vous allez toujours dans le futur. Hein. Voilà. C'est ça, Bernard. Mais là, c'est dans le passé, 120 000 ans avant Jésus-Christ, c'est du passé. C'est vrai. Mais en tout cas, il y a en nous, et en vous, entre 1 et 4% de Néandertal. Tous les êtres humains ont du Néandertal en eux. Mais de toute façon, c'est une progression. Nous sommes une progression. Par rapport à quoi? Une évolution. On vient du sapiens, le sapiens vient du Néandertal. Alors, ça se peut que le Néandertal était plus pacifique, plus raffiné, plus subtil, et puisqu'il a été le premier à faire de l'enterrement et de l'enterrement cérémonial, en fait, qu'il soit plus évolué que nous. Donc, c'est pas sûr qu'on vient de là? C'est pas sûr que ce soit un plus. C'est-à-dire peut-être que le Néandertal était plus évolué que le sapiens, si ce n'est que vu qu'on est à 80, donc on n'a que entre 1 et 4% de Néandertal, donc on est essentiellement des sapiens, on considère que c'est nous la règle et qu'on est les meilleurs. Mais il serait peut-être intéressant de savoir comment aurait évolué le monde si c'était les sapiens qui avaient gagné. Il semble que l'une des raisons pour lesquelles les sapiens aient disparu semble tout simplement qu'ils étaient moins nombreux et que les Néandertals ont disparu. C'est parce qu'ils étaient moins nombreux. Les sapiens n'arrêtaient pas d'arriver depuis l'Afrique et les Néandertals n'ont pas pu, au bout d'un moment, gérer autant de rencontres. Mais en tout cas, nous avons des deux espèces. Nous avons une sorte d'histoire dans notre ADN, qui est l'histoire d'une espèce disparue qui était peut-être plus subtile et plus évoluée que nous. Bernard Werber, il y a dans votre livre beaucoup de choses, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je voulais savoir si ça c'était imaginé ou si c'était basé sur
Non, des choses c'est vraies. toutes les choses vraies que je découvre. En fait, c'est les restes de mon époque de journaliste scientifique. J'avais découvert des tas de petites choses qui me semblent qui méritaient d'être connues. Alors, ça va je parle de biologie, je parle de mathématiques, je parle d'histoire. Je sais pas, là, vous avez l'air d'avoir une page qui vous avez... J'ai beaucoup aimé la page sur la confrontation, évidemment. La nature crée des conflits en toutes ses créations pour les obliger à évoluer. Et forcément, je me suis dit, au travers de toutes les guerres qu'on a pu connaître, est-ce que les guerres n'existent pas parce qu'il y a une surpopulation qui, à un moment donné, doit se diminuer pour survivre? Ça a l'air ça. Ça a l'air d'être ça. En tout cas, le principe des confrontations, normalement, c'est un peu pour sublimer l'espèce. C'est-à-dire que du choc entre deux groupes doit apparaître. Mais là, vu ce que je vous ai raconté sur Néandertal et le Sapiens, il semble que ce soit les bons qui disparus et les mauvais qui survécus. Il n'y a pas de morale dans les confrontations. En tout cas, la nature crée partout. La nature fonctionne par ajout. C'est comme si quand une espèce n'est plus adaptée, elle ne disparaît pas complètement. Il y a une autre espèce plus adaptée qui va apparaître. C'est pour ça que j'ai imaginé qu'il y ait de nouvelles espèces d'humains qui puissent permettre de rendre notre espèce un peu dépassée, un peu primitive, un peu territoriale, obsolète. C'est vraiment une vision globale et à distance de tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est sûr que un monde où tout le monde s'entendrait bien n'évoluerait peut-être pas. Et peut-être que toute cette noirceur, toute cette guerre, toutes ces atrocités participent malgré tout à quelque chose, à un projet, mais que, évidemment, pour l'instant, on a du mal à percevoir. Mais j'essaie de le percevoir à travers mon travail d'écrivain. Dans votre livre, alors, la question de savoir si ces trois natures, nouvelles natures, entre guillemets, que vous avez fait évoluer en plus de l'humain dit classique, la question de savoir comment vont alors cohabiter ces humanités, quelle place pour les hommes dorénavant face à ces chimères. D'ailleurs, ce mot, on ne s'est pas attardé dessus, mais il a un double sens, peut-être qu'on peut l'évoquer. Alors chimère, la première étymologie, c'est le nom d'un monstre de la mythologie grecque qui avait un mélange de plusieurs animaux. Maintenant, c'est devenu l'idée d'un être qui ne peut pas exister. Et le vrai mot pour définir mes trois espèces fabriquées par mon héroïne, c'est hybride, c'est-à-dire le mélange de deux espèces. Et d'ailleurs, je signale à la fin du livre qu'il y a réellement des expériences qui se font pour mélanger des êtres humains et des animaux, et ça se fait maintenant. Et ce n'est pas ça a l'air de la science. Dans mon livre, ça a l'air un peu délirant de la science-fiction. Et le Japon a autorisé ses scientifiques à mélanger des cellules animales et cellules humaines dans l'ADN pour fabriquer des êtres qui seraient susceptibles de fournir, pour l'instant, des organes pour les greffes. Et je tiens à dire que vous avez été très accompagné sur ce livre-là. On le voit sur les remerciements pour appuyer ce que vous nous dites. Donc finalement, il y a une base très concrète dans ce livre-là, scientifique, où on peut se poser donc la question aujourd'hui de quelle place pour les hommes dorénavant face à ces chimères dans ce monde naissant à la fois porteur d'alliances, de conflits, de passions, d'espoir. En tout cas, il faut lire votre livre pour voir l'issue que vous avez trouvée, qui est à la fois très angoissant et peut-être à la fois, perturbant, mais qui laisse en tout cas penser qu'on n'est fait que pour évoluer. Alors, j'espère ne pas être angoissant, mais je suis obligé de créer un suspense. Ce qui peut être perturbant, c'est le fait de se dire, bon sang, on dirait que le monde n'arrête pas de se compliquer. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais le seul fait qu'on soit 8 milliards crée encore plus de combinaisons de complexité et crée forcément encore plus de conflits. Il est pas difficile de regarder ça avec ce recul que j'essaie de trouver, c'est de se dire, attends, on est 8 milliards sur une planète, tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de quitter notre planète pour aller en coloniser une autre, on se retrouve à devoir nous gérer entre nous. Et qui dit nous gérer entre nous, il y a une pression réelle, on ne pourra pas être 8 milliards à avoir des réfrigérateurs, des voitures, des ordinateurs, des télévisions, un confort à l'américaine. Donc, il est normal que certains se disent pourquoi eux, ils ont ça et pas nous. Et tout ça, ça va générer un monde futur que nous devrons
Auquel nous devrons nous adapter encore. Nous adapter et trouver des moyens de canaliser ces énergies pour qu'on ne rentre pas dans de la destruction. Mais il semble logique, vu les chocs géopolitiques, que ça se complique encore. Et c'est à nous de trouver des moyens de nous insérer, d'être utiles, de communiquer, de laisser malgré tout une place à l'amour, une place à la paix, une place à un monde meilleur. Moi, j'essaie chaque fois de mettre des happy end. Dans ce livre, il y a un happy end parce que je veux croire que nos enfants vivront mieux que nous et qu'on laissera à nos enfants une planète dans laquelle ils auront compris des choses que notre génération n'a peut-être pas comprises. Une manière de vivre ensemble sans être dans la peur et sans être dans la consommation permanente, juste être en équilibre, et pas seulement entre nous, être aussi en équilibre avec la nature. Parce que il y a une chose qui est importante, c'est nous réconcilier, non pas seulement entre êtres humains, mais réconcilier l'homme avec toutes les autres formes de vie. À découvrir Le Temps des Chimères aux éditions Albin Michel. Tout de suite, on part au théâtre ensemble. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et vous êtes avec nous par téléphone. Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle et bonjour Bernard Werber. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle L'effet miroir de Léonore Confinot. Oui, tout à fait. Cher Bernard, vous nous avez parlé de votre désir d'aller voir La Claque au Théâtre de la Gaîté. Malheureusement, pour moi, impossible d'assister depuis ma province au spectacle avant cette chronique. Aussi, je vous propose de vous emmener un peu ailleurs. Mais dans une pièce qui, j'espère, vous parlera en tant qu'écrivain à la découverte d'un des grands succès de cette rentrée théâtrale au Théâtre de l'Œuvre. Là se joue depuis le 12 octobre et jusqu'au 7 janvier la nouvelle comédie de Léonore Confinot, mise en scène par personne d'autre que Julien Boisselier himself. L'effet miroir, comme l'a bien dit Cyrielle. La pièce de la jeune autrice nous raconte l'histoire de Théophile, écrivain à succès sur le déclin. Il retrouve enfin son inspiration avec l'écriture d'un petit conte poétique et aquatique. Mais, l'interprétation du texte par ses proches se révèle cataclysmique. Ils se reconnaissent tous et chacun terriblement dans les personnages d'oursins, de poulpes et autres créatures marines peints par Théophile, décelant dans les métaphores de son innocent petit conte des messages cachés. Le soir de la représentation, ils se réunissent autour d'un dîner pour régler leur compte. Et alors forcément, on a l'eau à la bouche et on a envie de savoir quelle est la suite. Alors, bien évidemment, Cyrielle, que je vais lever un petit peu du voile qui se passe dans la pièce en espérant, du moins, ne pas spoiler le plaisir des futurs spectateurs. Cependant, pour bien comprendre la situation, encore faut-il en savoir un peu plus sur chacun des 4 protagonistes qui animent la scène du Théâtre de l'Œuvre. Théophile est, comme dit, l'écrivain de la bande. Il tourne en robe de chambre dans son salon en aspirant et expirant dans la pénombre de longues bouffées de cigarettes. Sa femme Claire s'est mise ce soir-là bille en tête de lui reprocher le manque d'avancement de sa carrière et le coût de son inaction. Il n'écrit plus depuis des années, son éditeur est désespéré et elle, sa femme, tient seule leur ménage et leurs 2 jumelles à bout de bras sur son salaire. Elle en a assez, il faut qu'il avance ou trouve un autre métier. Et pourtant, miracle, il lui annonce ce soir-là une bonne nouvelle. Il a retrouvé l'inspiration et s'est mis à l'écriture d'un conte pour enfants qu'il lui donne à lire. Conte aquatique, peuplé de sirènes, de bigorneaux, de poulpes, de moules. Il est tellement heureux de son regain d'inspiration qu'il en informe son frère, William, venu le visiter, à qui il propose également de lire une version du texte et qu'il invite à dîner avec sa compagne Jeanne pour fêter ça. Toute la comédie va pivoter autour de ce conte, censé être innocent, et ce dîner censé être une fête, et qui vont pourtant avoir l'effet inverse de celui escompté. Au lieu d'être de joyeuses retrouvailles de famille et la fête d'un nouveau livre, ce livre et ses retrouvailles vont être un lieu de cruelles révélations et d'amères vérités. Un moment apocalyptique au sens étymologique du terme. Se reconnaissant chacun dans les animaux aquatiques peints par Théophile, les participants de ce dîner bien spécial vont tomber les masques et laisser voir à l'auteur qui leur haine, qui leur passion cachée. Mais arrêtons là la narration des faits pour laisser la parole à l'auteur de la pièce qui résume ainsi son intention. Je cite Léonore Confinot et j'espère que ça parlera à Bernard Werber.
J'ai souvent entendu ceux qui écrivent pour le théâtre me raconter une expérience similaire. Vos proches viennent assister à la représentation d'un texte que vous jugez parfaitement fictif, mais à la sortie éclate un joyeux procès d'intention. L'un est convaincu d'avoir inspiré votre héros, l'autre votre monstre. On vous soupçonne d'avoir transposé les répliques d'une dispute à Noël et votre pièce a priori inoffensive devient malgré vous un règlement de compte. Cette pièce est née de ce miroir magique ou diabolique que nous tend celui ou celle dans le cercle familial qui emprunte le chemin risqué de l'expression artistique. Théophile, pour la première fois de sa vie d'auteur, écrit sans stratégie commerciale. Il laisse son inconscient le guider naïvement et se réjouit de partager son petit conte avec son entourage. Erreur. Plus la métaphore est onirique, peuplée de poulpes, de sirènes et berniques, plus elle favorise l'interprétation. Tous s'estiment attaqués et se sentent obligés de répliquer. Merci beaucoup David Schweger. Je sais que vous avez adoré la mise en scène du célèbre Julien Boisselier que vous recommandez. Un petit mot en conclusion pour dire qu'il faut aller voir cette pièce. On est d'accord David Schweger? Eh bien, c'est bien pour cela que j'en ai parlé, parce que nous avons là une pièce que je recommanderais fortement aux écrivains et aux artistes en général, pour leur permettre de comprendre tout ce que peut avoir de diabolique, comme on parlait, c'est que les lecteurs ou les spectateurs peuvent bien projeter sur leur production artistique pour mieux se les accaparer. Oui, chers amis auteurs, comme Bernard, chers amis artistes, allez au Théâtre de l'Œuvre pour méditer l'espace d'une pièce de théâtre et jusqu'au vertige sur les dangers et les quiproquos qui peuvent naître de là. Merci beaucoup David Schweger. Je rappelle que la pièce L'effet miroir de Léonore Confino, mise en scène par Julien Boisselier, se joue au Théâtre de l'Œuvre depuis le 12 octobre et jusqu'au 7 janvier, du mercredi au samedi à 21h, le dimanche à 18h. Merci beaucoup David Schweger. Tout de suite, c'est la chronique Flashback. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Corentin. Bonjour Cyrielle et bonjour Bernard Werber, enchanté. Bonjour. Alors après ce rendez-vous théâtre, on quitte les planches pour poursuivre notre voyage culturel et on se sent libre d'entrer dans votre tête pour découvrir vos propres goûts. Vous l'écriviez dans les Thanatonautes, le secret de la liberté, c'est la librairie. Alors partons à la découverte d'une toute nouvelle lecture pour commencer. Bernard Werber, votre rentrée littéraire a été marquée par le roman Psychopompe, publié en 2023 aux éditions Albin Michel. Le 32e, d'une Amélie Nothomb à la plume qui balance entre l'autobiographie et la fiction. Ici, elle opte à nouveau pour un récit personnel, de quoi enrichir les précédentes pages introspectives, évoquant les souvenirs de sa jeunesse. Une aventure qui démarre il y a plus de 30 ans. Flashback. Nous sommes en 1992, bien rangés dans un carton chez Fabienne Nothomb, alias Amélie, un paquet de manuscrits que l'écrivaine préfère garder pour elle, encore trop personnel pour être dévoilé au lecteur. Passionnée, c'est le mot. Elle s'adonne à la plume depuis ses 17 ans, plaisir qui peut lui prendre 4 heures par jour. Fille d'un ambassadeur belge, elle passe son temps depuis sa naissance à bouger sans cesse. Chaque voyage, chaque destination, chaque souvenir, Amélie s'en nourrit. Cette année-là, en 1992, elle franchit le pas avec Hygiène de l'assassin, son tout premier roman. Un enchaînement continu de dialogues qui lui permet de faire écho à son propre parcours. Le début d'ailleurs d'une longue série, un nouveau roman publié chaque année par une Amélie Nothomb qui enchaîne les succès. Dans Psychopompe, elle prend de la hauteur sur les dessous de son existence, à vol d'oiseau si j'ose dire. La romancière belge livre son histoire d'amour pour les volatiles. Mieux, elle s'identifie à eux, essayant de faire son nid malgré les déménagements, utilisant petit à petit l'écriture pour s'envoler et ne pas sombrer face aux épisodes douloureux qu'elle traverse enfant. Psychopompe, ou la métaphore habile pour combattre des traumatismes. Alors cette fascination pour une espèce animale, c'est ce qui vous a plu ici, Bernard Werber, vous qui, on le sait, êtes passionné par la vie des fourmis, notamment d'ailleurs vous portez un très beau t-shirt à cette effigie. Oui, non, ce qui m'a plu, elle parlait d'oiseaux, et c'est vrai que je connais pas bien les oiseaux, et cette idée que les oiseaux puissent inspirer l'écriture, ça m'a touché, voilà. Puis il y a un avantage avec Amélie, c'est qu'elle fait des petits livres, et je crois qu'à une époque où on a moins en moins de temps pour lire, un petit livre, ça se lit vite. Et je défends pas ma paroisse parce que moi, je fais des gros livres. Mon dernier fait 500 pages. Donc, je devrais dire, lisez plutôt des gros livres. Mais là, ça me détend de lire des petits livres. Et bien, en tous les cas, Amélie Nothomb ne laisse pas indifférent au-delà de ses prix littéraires. 4 de ses livres ont déjà été adaptés au cinéma, dont Hygiène de l'assassin. Et justement, des histoires à l'écran, on en trouve aussi dans vos goûts culturels, Bernard Werber, avec une série. Painkiller, mini-série Netflix lancée en août 2023 qui plonge le spectateur dans la vie de ceux qui plongent et replongent dans la spirale infernale de l'addiction.
En toile de fond, un scandale autour de la famille Sackler, pointé du doigt pour avoir rendu accro des milliers de consommateurs. Bande-annonce. Je suis enquêtrice au bureau du procureur. Quand on ment, quand on fait du mal aux gens, on nous sanctionne. Vous avez déjà poursuivi une boîte aussi énorme que Purdue Pharma ? Sackler. Le comportement humain a deux composantes que l'on peut considérer comme essentielles. Fuir la douleur à tout prix et aller vers le plaisir. Douleur, plaisir. Douleur, plaisir. Mais si on se positionne juste à cet endroit, pile entre la douleur et le plaisir, l'argent ne sera plus jamais un problème. Et voilà les paroles malsaines de Richard Sackler, incarné ici par l'acteur Matthew Broderick. Flashback à la fin des années 90, la riche famille Sackler détient le groupe pharmaceutique américain Purdue, à l'origine de l'antidouleur Oxycontin. Oxycontin, un analgésique dérivé de l'opium, 2 fois plus puissant que la morphine. Le médicament commence à être commercialisé accompagné par une grosse campagne publicitaire. Au départ, il était préconisé que pour le traitement de maladies graves, mais le voilà maintenant prescrit massivement. Résultat, une recette qui avoisine 35 milliards de dollars et derrière, cette somme colossale, près d'1,5 million de morts en à peine 20 ans aux États-Unis, liée à la prise donc de l'Oxycontin. Marketing de masse, promotion agressive et confiance populaire, la série braque les projecteurs sur une population américaine de classe moyenne qui, cherchant à soulager ses douleurs, sombre peu à peu dans l'accoutumance. Épinglée par la justice depuis 2021, la famille Sackler tente de s'acheter une immunité à coup de gros chèques. Et là, il y a quelques semaines, la Cour suprême américaine a suspendu un accord d'indemnisation de 6 milliards de dollars. Affaire à suivre donc. Merci Corentin. Dans un instant, on va parler de musique avec vous. On va revenir tout de suite. Vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. Également notre coup de cœur du jour pour poursuivre la musique. Et puis notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Restez avec nous. Tout de suite, une petite pause. Et puis, c'est le journal de l'info sur Radio J. Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Caroline Fourest, directrice de la rédaction de Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal de combat, contre les excès, contre les extrêmes. Parce que l'époque est aux radicalités, à la polarisation, à la manipulation. Nous, on a eu envie de se battre pour la nuance. Franc-Tireur défendra la raison avec passion. Franc-Tireur, tous les mercredis chez votre marchand de journaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour à tous. 27e jour de guerre en Israël et les alertes à la roquette ont retenti dans les localités proches de la frontière libanaise. C'était vers 15h40. Elles ont également résonné à Be'er-Sheva et dans le Negev un peu plus tôt suite à un barrage de roquettes lancé par le Hamas depuis Gaza. Aucun blessé n'est à déplorer et l'évacuation des binationaux de la bande de Rafah vers l'Égypte se poursuit, comme nous l'explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Ces évacuations se poursuivent donc pour la deuxième journée consécutive, de la même manière d'ailleurs que le couloir humanitaire continue de fonctionner avec l'approvisionnement en vivres et en médicaments pour la population civile de Gaza. Donc ce couloir humanitaire maintenu avec l'accord d'Israël depuis maintenant plus d'une quinzaine de jours. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, est notée par ailleurs que le nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas s'élève désormais à 242, 2 de plus qu'hier, et 332 soldats sont tombés au front, une annonce faite par Tsahal ce matin. Près de 800 000 Israéliens ont arrêté de travailler depuis le début de la guerre. Le ministère israélien de l'Emploi a publié hier une estimation du nombre de personnes en arrêt depuis le début de la guerre qui a donc commencé il y a presque un mois. Ce sont près de 50 000 personnes qui ont été mises en congé sans solde, voire licenciées. Par ailleurs, environ 760 000 personnes sont en arrêt de travail en raison de la mobilisation du pays contre le Hamas. C'est près d'un travailleur israélien sur 5.
Le chef de la diplomatie américaine sera demain en Israël. Anthony Blinken affiche plusieurs objectifs. Faire pression sur l'allié israélien pour protéger les civils palestiniens et assurer un flux continu d'aide humanitaire à Gaza. Premier soutien d'Israël tant politique que militaire, les États-Unis affichent un appui sans faille à l'État hébreu depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais Washington prend la mesure des pressions internationales sur le nombre de civils palestiniens tués dans les représailles israéliennes. Hier, Joe Biden a d'ailleurs poussé l'État hébreu à acter une trêve humanitaire, trêve à laquelle s'oppose pour le moment le gouvernement israélien. Un rassemblement pro-palestinien prévu ce soir à Paris est autorisé par la préfecture. Cette mobilisation organisée par des élus de la France Insoumise, des collectifs politiques et syndicaux ne sera pas interdite, annonce la préfecture de police de Paris. Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement veut rassurer la communauté juive de France. On l'écoute. Je le dis parce que nous serons sans merci et je voulais juste vous en donner deux exemples. Par exemple, un homme qui a proféré des insultes à caractère antisémite devant un magasin le 9 octobre, c'est-à-dire 2 jours en plus après les attentats terroristes en Israël. Il a été condamné à 1 an de prison, dont 3 mois ferme. Il est sous bracelet électronique chez lui. Un couple également qui, quelques jours plus tard, a tagué Israël, mort à Israël, a été condamné à une peine de 3 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende. Donc que ceux qui nous écoutent le sachent, à chaque fois qu'il y aura des actes antisémites, nous retrouverons les auteurs, nous les punirons par la justice. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, cet après-midi au micro de nos confrères de France Inter. Ce rassemblement est donc prévu ce soir à 20h30, place de la République. Enfin, la tempête Ciarán qui a fortement frappé la Bretagne et la Normandie dans la nuit continue d'agiter une partie du nord-ouest de la France. Le pire de la tempête Ciarán semble être passé. La vigilance rouge pour vent violent dans la Manche a été levée ce matin. Après que dans le Finistère et les Côtes-d'Armor, elle a été également levée. Ce sont donc désormais 23 départements qui sont en vigilance orange, principalement pour vent violent et vagues submersion. L'Île-de-France est, elle, en vigilance jaune. Le ministère de l'Intérieur fait le point sur la situation. On l'écoute. Il y a 15 blessés légers, plus un blessé grave que j'ai évoqué à Roubaix. Ce sont des blessés légers dont les sapeurs-pompiers, donc pas de gravité. Il faut faire toujours très attention, parce qu'encore une fois, en Normandie et Hauts-de-France, ça continue à souffler extrêmement fort. Et par ailleurs, il faut éviter d'appeler les sapeurs-pompiers pour des choses qui sont vénielles pendant cette période particulière, et laisser évidemment les personnes qui ont besoin de plus d'assistance ou les urgences pour appeler le 18. Mais je remercie vraiment tous les sapeurs-pompiers, tous les personnels de la sécurité civile qui sont mobilisés dans des conditions difficiles et qui font honneur au service public. C'était donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur au centre de crise de la sécurité civile à Paris en fin de matinée. Et on vient de l'apprendre, un 2e mort suite à cette tempête est également dénombré. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Bernard Werber sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, notre numéro exceptionnel, 40 pages de reportages, de témoignages, d'analyses, comme un seul homme, avec un seul cœur. Une guerre, ses enjeux, ses périls, des campus américains au Daghestan, la contagion planétaire de la haine antisémite et le déshonneur définitif de l'Organisation des Nations Unies. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J avec mon invité aujourd'hui Bernard Werber pour son livre Le Temps des Chimères aux éditions Albin Michel. On s'est quitté avec une chronique flashback dans vos goûts artistiques Bernard Werber et on avait envie de poursuivre avec quelques notes que vous recommandez, quelques notes de musique avec vous Corentin Le Guinadjar. Et oui, puisque la musique on en a besoin à tout bout de champ, elle rythme notre quotidien, elle rythme aussi le vôtre Bernard Werber et en s'aventurant dans vos playlists, on fait de belles découvertes à commencer par Neck Brace, on écoute un extrait. Derrière cette musique sortie en 2010 dans l'album LP4, on trouve 2 noms, Evan Mast et Mike Stroud, duo de New-Yorkais qui ensemble forment Ratata, un groupe de rock alternatif, house, électro, groupe que j'affectionne d'ailleurs pour ma part.
Ici, le duo se la joue très glitchy, le glitch qui fait référence à un courant expérimental de la musique électro né dans les années 90. Le but, jouer sur les défauts sonores pour créer une sorte de dysfonctionnement du dispositif électronique. Ratata, on peut le dire, maîtrise l'art de nous faire créer toutes sortes d'images mentales, des paysages notamment, à l'écoute de ces morceaux. Le groupe a une jolie longévité jusqu'à présent, qui a su traverser différentes époques musicales sans accroc. Que dire d'autre de leur musique, souvent une source de réflexion, utilisée d'ailleurs dans au moins 5 jingles de radio ou de chaînes nationales françaises. Virage à 180 degrés pour un total changement d'ambiance. Host of Seraphim du groupe britannique et australien qui va nous arriver dans quelques instants, Dead Can Dance. Host of Seraphim, voilà ce groupe australien Dead Can Dance. C'est beau ça aussi, hein. C'est très beau, c'est très beau. On les connaît notamment pour un style Heavenly Voices, comprenez un genre de musique à l'ambiance atmosphérique qui met en avant des voix féminines féeriques, comme vous pouvez l'entendre justement. Un morceau riche en émotions, avec une aura presque un peu spirituelle, j'ai envie de dire, qui sera utilisé dans de nombreux films, comme The Mist, sorti en 2007, l'adaptation d'un roman de Stephen King. Et on prend un nouveau virage, direction, pour finir, des airs beaucoup plus enfantins avec les animaux d'Aldebert. Papa, oui, tu peux me raconter une histoire avec plein d'animaux, s'il te plaît? Heureux comme chanson tirée de son 3e album Enfantillage, qui fait sourire voire rire l'enfant qui sommeille en nous, amusé par des expressions idiomatiques de la langue française. Sur fond d'une ambiance campagnarde de démarrage, Aldebert raconte le sens d'expressions connues ou un peu moins, toutes articulées autour d'une figure animale. Des expressions universelles qui ne manquent pas d'être remises au goût du jour, avec des biquettes qui se bichent sur Facebook. Guillaume Aldebert, chanteur, narrateur, conteur, nous pousse encore une chansonnette truffée de réalisme. Je suis la farce du dindon. Et merci beaucoup Corentin Le Guinadjar pour cette chronique. On a découvert vos goûts artistiques et vous m'en parliez tout à l'heure, Bernard Werber. Vous adorez Aldebert que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Et, Debout sur le zinc, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui a dû venir ici et qui est pas assez connu à mon avis. Bon, on aura peut-être le plaisir de les avoir en coup de cœur. Voilà. Hein, on va penser à ça. Merci beaucoup Corentin Le Guinadjar. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et avant de recevoir notre invité, on écoute Mon plus grand secret, extrait du nouvel et 4e album d'Elsa Kopf. Belle écoute, j'adore. À la lumière de tes yeux, de ta peau, au baiser de ta bouche, quand tes mains me touchent dans ces rêves trop beaux. Je fais le premier pas, mais jamais devant toi. Et si tu savais tout ce que je sais, tu ne me croirais pas. Je te mentais, je me mentais. Amour interdit, tu n'as pas compris. Pourquoi mes silences, pourquoi ces distances entre nos cœurs transis? Pour que la douceur efface la douleur qui t'attendait au tournant. Joli cœur, je te mentais, je me mentais. Quand le vent du nord souffle sur mon corps, et quand j'ai si froid que j'en deviens folle, je repense à toi. Je te vois courir dans un souvenir, et je lâche prise, portée par la brise. Je ne pleure pas, mais je mentirais, je mentirais.
rentrée sur l'antenne de Radio J, titre d'Elsa Kopf. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. On vient d'entendre ce titre qui fait partie d'un album. Ouais, tout à fait. Qui s'appelle comment ? Au Jardin de la Nuit. Au Jardin de la Nuit. D'ailleurs, il y a un single qui porte également ce nom-là, éponyme. J'ai adoré votre album. Écoutez, 12 titres. J'ai envie de dire que vous avez un très joli parcours aussi, et j'ai envie que vous nous en parliez parce que ça se raconte. D'accord, avec plaisir. Alors, je vais vous raconter du départ. Moi, je suis née à Strasbourg. Mon père était prof de français en Allemagne et il était allemand. Et ma mère était prof d'allemand en France. Et puis, quand je suis née avec la double nationalité et les deux cultures. Et puis, quand j'ai eu 4 ans, ma mère a écrit une chanson qui est devenue un tube de l'été qui s'appelle Femme libérée. Et c'est ça. C'est génial de l'entendre. Ouais, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et donc en fait, j'ai toujours eu des musiciens à la maison. Il y avait toujours de la musique, et donc moi je voyais ma mère écrire des chansons. Donc je voulais faire comme maman, écrire des chansons. Et j'ai toujours voulu être chanteuse, écrire des chansons. Et j'ai fait des chansons depuis que j'ai 4 ans. Et vous avez fait le choix de faire une école de musique à Paris qui s'appelle Atlas. Ouais, l'école Atlas. Ouais, l'école Atlas. Et puis voilà, au fur et à mesure, vous avez continué à poursuivre votre rêve, parce que finalement, c'est un rêve de petite fille. Et c'est vrai que souvent dans cette émission, on se dit que quand on est immergé comme ça avec des parents qui ont un métier, on a envie de le faire perdurer. Et puis c'est dans l'ADN quelque part. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai toute ma vie à tourner autour de la musique, et du coup, voilà, je dédie ma vie à la musique et aux chansons. Mais je crois qu'elle vous le rend bien, la vie, parce que vous avez un très joli parcours. Vous avez 4 albums, 2 EP. Vous avez eu un premier album qui s'appelle Acoustic Joys en 2011, suivi du second Marvelously Dangerous en 2013. Et puis vos chansons, ces 2 premiers albums en tout cas, vous ont permis de faire quand même le tour du monde. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle. C'est-à-dire que mon album Acoustic Joys est sorti en France sur un petit label. D'ailleurs, on l'a appelé Acoustic Joys, Joies Acoustiques, parce qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Donc, avec mon guitariste, on a fait ces chansons ensemble. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 3 mois après la sortie du disque, le label en France a fermé. Et je commençais à avoir des messages d'Asie, de gens qui disaient « Mais tu es Elsa, mais c'est formidable !» Sur Facebook et tout ça, les gens m'écrivaient. Et en fait, je me suis rendu compte que notre chanson Larmes de caramel avait été placée sur une playlist French Café qui marchait très bien. Et donc mon ami Pierre Fa, qui a un groupe aussi qui marche bien en Asie, m'a appelé et m'a dit « Elsa, voilà, ta chanson a 200 000 écoutes en Chine et on part en tournée. » Voilà, et donc c'était vraiment impressionnant. Alors on a fait, je pense, en tout une dizaine ou une quinzaine de tournées maintenant, et on en est à 5 millions d'écoutes juste pour la Chine, pour mes chansons. Donc je suis hyper contente, et je repars l'année prochaine en tournée en Chine. 5 millions d'écoutes en Chine, 3 génériques pour séries coréennes que vous avez enregistrées, un best-of à Taïwan, on parlait de Taïwan tout à l'heure avec vous, Bernard Werber, en 2019, des concerts à travers le monde. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que vous avez vraiment un regard d'enfant, parce que vous dites, c'est grâce à des chansons que j'ai écrites pour la plupart seule dans ma chambre. Ouais, c'est ça, c'est mes petites chansons avec ma guitare dans ma chambre, et l'envie de les porter, et l'envie, cette envie de faire de la musique, en fait, qui a réussi quand même, malgré tous les obstacles, à passer. Donc ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir se dire, voilà, la vie est comme ça, c'est pas cette porte-là, c'est une autre, et c'est assez merveilleux. C'est merveilleux, et on va écouter un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Tout ce dont je me souviens. C'est qu'elle avait dans ses yeux toutes les lignes de ma main, dessinant les jours heureux. On riait de presque rien quand j'étais seule avec elle. Toutes les deux on était belles. Tout ce dont je me souviens. Aujourd'hui, vous réalisez des clips, Elsa Kopf. Vous avez également participé à des bandes originales de nombreux films, publicités, génériques de séries, et vous enseignez aussi le chant, la guitare, le ukulélé. Et vous avez créé une méthode de cours de chant en ligne qui s'appelle Sing with Elsa. Pour ceux qui veulent vous suivre, ils vont où ?
Alors le site, il va sortir dans 2 mois et voilà, c'était en fait j'ai créé cette méthode pour rendre un peu plus abordable les cours de chant et voilà donc tout simplement sur singwithelsa.com. On va écouter Au jardin de la nuit. Avec plaisir. Du ciel à la rue, Colincourt, du coucher du soleil à la pointe du jour, lentement j'ai compris. Les bateaux dangereux et les ports sans lumière, tous ces marins perdus et mon cœur à la mer, lentement. Elsa Copp, j'aurais pu aussi vous recevoir hier. On avait notre invitée Géraldine Danon qui parlait de la mer avec ce film Flow et c'est vrai que là on entend un petit peu une histoire similaire. Ce 4e album Au jardin de la nuit est sorti le 14 octobre. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir de l'écouter sur les plateformes, j'imagine, physique? Oui, alors en physique non, mais sur les plateformes oui. Deezer, Spotify. Exactement, Apple Music, un peu partout. Et est-ce qu'on peut avoir le plaisir de venir vous voir peut-être sur scène bientôt ou suivre les prochaines actualités sur vos réseaux sociaux? Exactement, vous pouvez suivre les actus sur les prochains réseaux. Le prochain concert est en avril, donc c'est un peu loin, mais en tout cas voilà. C'est un peu loin, mais finalement, vous savez, le temps passe vite. Oui, alors, exactement. En avril, on suit ça de très près sur vos réseaux sociaux. Elsa Copp, merci 1000 fois d'être venue nous voir. Vous êtes notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J. C'était un bonheur de vous découvrir. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On écoute la fin de la chanson, Elsa Copp. Merci d'avoir été notre coup de cœur sur Radio J. Lentement, je comprends que c'est toi que j'attendais quand je m'enivrais au jardin de la nuit. En toi, je retrouve la joie des enfants innocents. Je retombe sur mes pas. Non, non, ce n'était pas écrit. Non, ce n'était pas un choix. Mais maintenant j'ai compris que je suis faite pour toi. Non, non, ce n'était pas écrit. Non, ce n'était pas un choix. Mais maintenant j'ai compris que c'est toi que j'attendais quand je m'enivrais au jardin de la nuit. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours, à la fin de cette émission, Bernard Werber, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble et donc je passe la main à Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour Bernard Werber. Je suis très honorée d'être ici sur ce plateau avec Bernard Werber et absolument incroyablement, il se trouve qu'il y a une fourmi sur son t-shirt. Donc là, on a tout ça colle quoi. En fait, Bernard Werber, c'est quand même les fourmis. Et puis moi, j'aime beaucoup les fourmis parce que quand j'allais chez ma grand-mère, quand mes parents partaient pour des séjours tous les deux et qu'ils me laissaient chez ma grand-mère où c'était quand même un peu ennuyeux, il y avait un balcon et alors j'élevais des fourmis. Donc je les mettais dans les petites boîtes, je les faisais manger. Donc bienvenue au club. Joli point commun. Il y a vraiment quelque chose pour moi. Donc vous me rappelez le temps de l'enfance des grands-parents et du coup comme ça rejoint quand même des choses que vous avez racontées ici puisque vous avez parlé de votre mère qui était enfant caché, de votre père qui s'est retrouvé avec l'armée et qui a vécu donc la Seconde Guerre mondiale. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose quand même de très fort dans ce que vous avez dit et qu'il y a certainement quelque chose à tirer de ça dans tout ce que vous avez fait ensuite, d'autant plus que vous dites vous-même que ça vous fait un sac à dos avec plein de pierres qu'il faut alléger et voire même dont il faut se servir pour inverser le poids que cela représente et en faire un trait de lumière. J'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de faire et vous avez
une écriture, là, je l'ai découvert, performatrice d'une certaine manière, puisque vous l'entendez comme la création, et la création pour vous, c'est cette manière de changer le monde. Donc moi, j'ai noté Bernard Weber, Comment réparer le monde. Et je trouve que ça vous va bien, avec cette idée toujours qu'il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et ne pas être fasciné par le présent et l'actualité. Ne pas être sidéré, justement. La fascination, voilà. Comment ne pas être fasciné par la terreur, par l'actualité qui nous prend, par la peur, l'angoisse. Donc c'est comme si vous nous aviez donné d'ailleurs beaucoup de recettes là-dessus. Il y a dans la Bible un précepte qui dit qu'il faut cultiver sa joie. Alors ça peut paraître vraiment difficile de nos jours de faire ça, mais je crois qu'il faut se rappeler, nous avons la nécessité de cultiver notre joie et de rester malgré tout dans une forme, Spinoza en parle très bien, d'une forme de joie de vivre, parce qu'on est vivant et on peut agir. Oui. Et c'est très Breslav, là, hein, ça vient de Hermann Breslav qui parle beaucoup de ça. Généralement, c'est vous qui finissez votre chronique comme ça. Voilà, Liot Besimcha Tamid. C'est pas facile actuellement de trouver la joie, mais il faut malgré tout la chercher. Mais je suis tout à fait d'accord. Il faut pouvoir utiliser la joie, l'humour, pour faire d'ailleurs ce dont vous parlez, c'est-à-dire un pas de côté qui permet de respirer et d'avoir un peu de hauteur et justement de pouvoir à ce moment-là penser et réfléchir. C'est donc comme ça que vous nous l'avez dit. Et puis là, ce que vous venez de dire correspond aux 3 mots que vous avez dit au début, c'est-à-dire vivant, écrivain, tourné vers l'avenir. Donc je crois que vraiment ça vous résume en effet tout à fait. Et un autre mot, visionnaire. Visionnaire. Ouais. Vous avez dit finalement peut-être visionnaire. Alors je ne sais pas si celui-là vous l'avez tout à fait... mais on ne sait pas, parce qu'après vous êtes revenu là-dessus sur l'idée que tout reste ouvert. Non, mais le contraire de visionnaire, c'est avoir le nez dans le guidon et ne voir que la petite distance qui est devant soi. Et visionnaire, c'est regarder très très loin devant pour remettre tout en perspective. Je comprends bien ça, d'autant plus qu'il y avait quand même un passé compliqué de l'histoire de vos parents, puisque c'est ça que vous l'avez dit. Donc je comprends que vous avez envie de sauver le monde, en tout cas d'essayer de faire en sorte de l'améliorer. Voilà, on va dire ça. Et il y a cette idée comme ça puisque vous avez même réhabilité l'homme de Néandertal. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et on a eu là un cours, on a eu plusieurs leçons aujourd'hui. Un cours d'échecs, un cours de sciences, un cours de médecine. C'était formidable parce que vraiment, ce que vous avez raconté sur le cerveau, ce que vous avez rappelé beaucoup de choses, les échecs, cette manière comme l'avait dit Cyrielle, l'idée, c'est pas de gagner, mais c'est de surprendre. Enfin, toutes ces idées qui permettent d'être vivant. Je crois que c'est ça surtout qui vous caractérise, c'est ce souffle de vie que vous cultivez. Et c'est très intéressant que ça soit justement à travers l'écriture, puisqu'on a l'impression que l'écrivain, il pourrait être dans son coin, plutôt retiré. Et cette idée de faire un pas de côté, non pas pour faire le compte-rendu, mais au contraire pour agir. Donc, quand je disais écriture performative, vous m'avez fait penser à Abracadabra, puisque ce abracadabra vient du mot, vous savez, Barak et Dibra, c'est-à-dire que Dieu a construit comme il a dit, puisque c'est la parole qui a construit le monde, et Dieu dit, etc. Donc vous m'avez fait penser à ça vraiment. Très bonne référence. Abracadabra. Voilà. Et alors comme Cyril n'a pas eu le temps, et moi j'aime bien les questions qu'elle pose toujours, alors je vais me permettre et en plus c'est marrant parce que moi j'ai imaginé ce que vous avez répondu, mais on va voir ce que vous répondez. Quels conseils donneriez-vous à un enfant pour qu'il réussisse sa vie? Prendre des risques. Mal. Moi j'avais mis être créatif, ne pas se laisser envers par la peur et la terreur. Mais notre invité a ses réponses, on ne peut pas les anticiper. Vu que j'avais déjà dit, je ne vais pas me répéter aussi, j'essaie de trouver d'autres choses un peu plus originales. Voilà, alors quelle fut la plus grande erreur de votre vie? Comment l'avez-vous résolue? La plus grande erreur de ma vie? Je crois que j'ai pas fait d'erreur. J'allais dire à un moment être journaliste au Nouvel Observateur, mais ça faisait partie de mon parcours et il fallait que je sois au Nouvel Observateur pour comprendre pourquoi il fallait pas que j'y reste. Donc il y a des erreurs indispensables. C'était pas une erreur, c'était mon parcours de vie. Mais oui, puisque finalement, pour vous, il faut tout prendre et en faire quelque chose, et en faire de la lumière ou quelque chose qui va éclairer la suite. Voilà, ne pas se dire c'est affreux ce qui m'arrive, il faut se dire ok, ça c'est mon épreuve, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, ça. Alors, qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé? Ah De la politique.
Mais non, je crois pas que j'y prendrais du plaisir, mais je pourrais faire de la politique, mais je le fais pas parce que je me dis, forcément, il y en a qui seront d'accord, d'autres qui seront pas d'accord, et j'ai pas envie de gérer ceux qui sont pas d'accord. J'adore cette réponse. Ah oui, c'est pas mal ça. Eh ben écoutez, alors, la dernière question, c'est si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez? Ça va bien avec votre réponse. Première mesure, on arrête tout et on réfléchit. C'est-à-dire arrêter cette dynamique de on va en avant, on va en avant. Non, attends, stop. Là, on est rentré dans une mécanique de on fonce tête baissée parce que faut rassurer tout le monde et tout. On réfléchit sur le long terme. Je crois que beaucoup de politiciens sont coincés parce qu'ils doivent ne pas baisser dans les sondages dans le court terme. Donc ils font des choses pour plaire au sondage, mais par moment, il y a des choses qui vont déplaire sur le court terme, mais qui sont indispensables sur le long terme. Bah, c'est formidable. Je pense qu'on va conclure avec ça parce qu'il y a une expression qui dit dans la Torah, Naase venishma, et on la traduit par on fait et après on comprendra. Simplement, on oublie toujours que avant le Naase venishma, il y a Nishma, Naase venishma, c'est-à-dire on réfléchit, on fait et on comprend. Donc en fait, on va tout à fait dans votre sens. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. Bernard Werber, vous êtes venu nous voir pour votre livre Le temps des chimères aux éditions Albin Michel. C'était un bonheur de vous recevoir. C'était un plaisir d'être dans cette émission. Et puis vous avez tous énormément travaillé. Là, je vous vois avec vos feuilles. Vous avez vraiment préparé mon arrivée. C'est très agréable de revenir ici. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci pour cet échange. Et puis merci à vous, Elsa Kopf. On est en train de vous écouter à nouveau sur l'antenne de Radio J. On vient vous suivre sur les réseaux sociaux. Votre nom de famille s'écrit Kopf. Voilà, pour les gens qui veulent venir vous retrouver. Merci à la réalisation, à Philippe Sinclair, et rendez-vous dès lundi dès 15h avec Victor Vincent, mon invité. J'ai envie de vous dire Shabbat Shalom, portez-vous bien et puis à très vite sur Radio J.